j'ai appris le métier aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai travaillé sur beaucoup de films aux États-Unis, donc forcément, c'est mon école, c'est ma manière de tourner. Si j'avais appris en Russie, Ouais. j'aurais fait du cinéma à la peut-être un peu plus à la manière slave, à la manière soviète. Si j'ai appris. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Amélina Limousin, actrice et jeune cinéaste. Et aujourd'hui, je vous propose de suivre l'interview que j'ai faite avec le réalisateur Ziad Doueri, une interview en 3 parties. Ziad est le réalisateur, entre autres, de la série Dérapage, sortie sur Arte, puis maintenant sur Netflix. C'est une série en 6 épisodes, à couper le souffle. C'est aussi l'association de deux virtuoses, Pierre Lemaître, auteur du roman Cadre Noir, et l'adaptation libre par Ziad Doueri, ce qui en fait une série totalement explosive, d'où mes quelques insomnies. Alors cette interview making-of s'adresse aux fans de la série, mais surtout aux scénaristes, réalisateurs et acteurs, puisqu'avec Ziad Doueri, on a eu la chance de rentrer davantage dans les détails de la fabrication de la série, et en plus, vous allez pouvoir profiter des photos de tournage. Si vous aimez ce type de contenu de vidéo, que vous avez envie d'en voir davantage, que vous voulez soutenir l'art, soutenir ce type de production, je vous invite vivement à cliquer sur le lien dans la bio. Sachez que tous vos dons seront collectés et reversés à la collecte GoFundMe créée par Samar Seraki de Boutafoucault suite aux événements récents du Liban. Cette crise humanitaire qu'ils sont en train de traverser, ils ont énormément besoin d'aide, donc 1 euro, 5 euros, 10 euros, peu importe, le petit geste, le geste est là, voilà, il n'y a pas de petit geste, ça sera formidable. Tous les liens sont dans la bio pour plus de détails, et merci beaucoup. Et puis, bon visionnage. J'avais une vision très moderne de faire Dérapage. Je ne voulais pas le faire dans Paris traditionnel, les toits de Paris et la baguette et la pâtisserie. J'avais vu un côté très moderne de Paris, très industriel, très New York, très Los Angeles, très Hong Kong. Et c'est là où j'ai tourné la grande partie, parce qu'il y a ces structures géométriques du modernisme que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils étaient très partants avec ça. C'est froid, mais c'est en même temps, moi, je trouve que le modernisme me plaît beaucoup. Il m'a beaucoup atteint, je pense, parce que j'ai habité une très grande partie de ma vie en Amérique. Donc, le modernisme, les grandes gratte-ciel, les grandes autoroutes, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué à un âge très tôt. Et ouais. Ça me plaît beaucoup plus que le côté rustique moyenâgeux. Et forcément, c'est ce qui nourrit toutes ces références que tu as de tes voyages, de cette immersion dans ces cultures dont on parlait, et c'est ce qui ressort, et ce qui va taper à l'œil dans un autre pays par un autre type de réalisation, hein, parce que je trouve que tu détonnes dans le sillage des réalisateurs français. J'essaye pas de me caser dans un style ou pas. J'ai appris le métier aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai travaillé sur beaucoup de films aux États-Unis, donc forcément, c'est mon école, c'est ma manière de tourner. Si j'avais appris en Russie, j'aurais fait du cinéma à la peut-être un peu plus à la manière slave, à la manière soviète. Si j'ai appris en Chine, j'aurais fait quelque chose de différent. C'est que juste mon école, elle a eu lieu aux États-Unis, et mon travail des années formatives pendant les 15 premières années de ma vie, je l'ai fait aux États-Unis. Donc forcément, il y a ce côté qui me reflète. Par contre, je suis même moi-même de nature un tout petit peu hyperactive. J'étais toujours comme ça dans la vie. Donc j'ai une tendance de toujours vouloir bouger la caméra, ne pas rester en place, parce que je m'ennuie un tout petit peu si je reste à patauger dans le même endroit. Parce que je me suis dit que cette série, en fait, on pourrait lui donner un nouveau terme. On pourrait lui donner le terme de série cinéma, tellement qu'elle est belle, qu'il y a un esthétisme qui s'en dégage. Et je crois que c'est la 4e collaboration avec le directeur de la photographie, Tommaso Fiorelli, si je me trompe. C'est ça. Comment vous vous êtes préparé où est-ce que vous êtes allé chercher ces inspirations de cadrage, d'atmosphère, de couleurs? Quand j'ai terminé la lecture, déjà j'avais envisagé d'avoir un look très moderne. Ensuite, j'ai proposé avec mon chef-op, on a discuté d'un processus ce qu'on appelait à l'époque où il y avait de la pellicule, ça s'appelle sans blanchiment. À l'époque, dans le chimique,
quand tu prends la pellicule et tu la tournes, tu la fais passer par des bains chimiques pour développer le négatif. Il y avait parfois un bain qui s'appelle un blanchiment, bleach, où tu peux faire ton film pour fixer les couleurs, ou bien tu ne le passes pas par ça. Quand tu ne le passes pas par ce bain pour fixer les couleurs, tout s'éclate, ça devient un peu doré, ça devient granuleux, contrasté, les noirs deviennent très très noirs. Avec le numérique, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré parce qu'il y avait des processus numériques qui marchaient pas très très bien. Mais maintenant, la technologie, elle est tellement bien avancée. Et aujourd'hui, les ordinateurs qui traitent les couleurs, ils ont le moyen de rendre le blanchiment, ça s'appelle le sans blanchiment, bleach bypass, de rendre des couleurs très vivides. C'est ce qu'on a fait. On a traité, j'aurais pu aller un peu plus loin. Je pense que je vais essayer encore plus loin, mais on a éclaté un petit peu les couleurs, on a ajouté un peu de couleurs dorées et assez contrastées. Sur une très bonne télé, tu peux remarquer ça, sur une bonne télé qui est bien calibrée. Une fois qu'on a parlé de look, on a parlé des objectifs. Je voulais tourner ce film en objectif court, c'est-à-dire les focales, les objectifs que tu veux sur la caméra. Je voulais pas les tourner en plus que 35 mm, c'est-à-dire ils sont très larges, c'est-à-dire on voit beaucoup du plateau. La raison pour ça, je voulais toujours avoir un plan où l'acteur et le décor sont toujours nets, c'est-à-dire tu vois tout le décor et l'acteur il est très proche. Comme tu peux constater, les décors sont omniprésents dans le film tout le temps, que ce soit dans le bureau ou en prison ou dans la cellule. J'ai pas utilisé de longues focales. J'ai utilisé des très très courtes focales, 12-14 mm. Les courtes focales ont une tendance parfois de déformer le visage. Donc avec Suzanne Clément, elle était assez déformée, donc on a un petit peu reculé. Avec Gustave Carverne, avec Alex Lutz et Eric Cantona, leur visage, la morphologie de leur visage permettait d'utiliser des très courtes focales. On a fait plein de tests pour savoir exactement la hauteur. Si c'est ça, le visage. Et la caméra, elle est un peu basse. Si tu montes la caméra, ça distorte différemment. Si tu la montes un peu plus, ça distorte différemment. Ça dépend de l'angle de piquet. Et on a fait des tests, on a choisi que bon, avec cette personne, on peut adapter des objectifs très très courts. C'était le look du film. Ensuite, les repérages. Quand tu choisis tes décors, c'est fondamental à un film, mais c'est fondamental. Et j'avais une excellente chef décoratrice, Françoise Dupertuis, qui a un talent fou. Et on est allé choisir ensemble. J'avais une idée que j'avais besoin toujours de très grandes ouvertures, beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes, beaucoup de lumière qui viennent de l'extérieur. Comme ça, on peut voir l'acteur, on peut voir qu'est-ce qu'il y a en dehors des murs et qu'est-ce qu'il y a en dehors, derrière les fenêtres, les bâtiments et les gratte-ciel et les avenues et les autoroutes, tout ça. Les réflexions sur les fenêtres quand ils sont dans la voiture. Une fois qu'on a choisi ça, qu'on voulait beaucoup d'ouvertures, on est allé dans ce sens à choisir des décors où il y a plein de fenêtres et très modernes. Et ensuite, Françoise, elle a réaménagé des trucs parce que la prison, elle était complètement nettoyée, refaite, tout ça. C'était une prison abandonnée. Ah ouais, d'accord. Je me suis pas mal posé des questions sur les choix du cadrage. Est-ce que c'était souvent à l'intuition, pas mal de choses sur le moment, ou alors ça suivait un arc dramatique du personnage? Dès le départ, j'avais discuté avec Tommaso, même depuis qu'on a fait tous nos projets ensemble, que j'avais besoin d'une fluidité, que je veux pouvoir. Moi, dans ma vie, j'ai besoin de liberté. On ne peut pas me restreindre, me dire ah tu peux pas tout ça, tu peux pas ça. J'avais envisagé depuis très longtemps avec Tommaso un moyen de tourner 360 degrés sans voir des lumières. Forcément, c'est très difficile parce que comment tu vas éclairer une scène sans voir les lumières? Donc, il a envisagé un certain système où on peut tourner en 360 degrés en accrochant des lumières ou en faisant des lampes qui bougent avec nous, comme ça ils ne sont jamais dans le cadre. Et là, j'ai juste envie de revoir la série une deuxième fois. C'est fascinant. Il y a toujours des lumières qui bougent. Quelqu'un qui avait une lumière qui la portait sur la perche pour éclairer les yeux, tout ça, surtout dans les grands mouvements. C'était parfois difficile à faire parce qu'on a besoin de lumière, mais je ne voulais pas voir des lumières dans le champ en faisant 360 degrés ou bien 250 degrés. J'avais une idée de quoi je voulais tourner, mais pas 100%. Pas tout était pré-planifié, tout simplement parce qu'il faut laisser aussi la spontanéité du moment avec les acteurs. Une fois qu'on arrive, je répète la scène, j'ai une idée, certainement. Je sais comment je veux la tourner parce qu'en le lisant, tu dis ah j'ai envie de tourner à ce moment-là, de monter. Ensuite, quand on répète sur le plateau, il y a des choses qui évoluent parce que l'acteur il a envie de passer d'un endroit à l'autre, ou bien toi tu as envie de le faire déplacer autour de la table, ensuite repartir vers la fenêtre, alors que lui en le lisant au départ il a pensé que tout va être assis.
j'essaye de bouger constamment parce que, comme je te dis, c'est une nature un petit peu hyperactive. Donc, il y a une grande partie qui était conceptuelle. On veut une caméra très fluide qui bouge et en même temps une partie improvisée. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est rigolo parce que mon premier film que j'ai fait, West Beirut, j'étais extrêmement organisé et très, très planifié. Tout a été à la virgule. Et le plus que je mature dans mon métier, le moins que j'organise. Le moins que je laisse faire les choses parce que tu te fais confiance. Tu te dis, bon, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va être mieux. Tu parlais des scènes qui étaient difficiles à réaliser. Donc, tu parles sur le plan technique et après, est-ce que en termes de lieu et de comédiens ou de quantité d'action à gérer pour une même scène, comme en prison, est-ce qu'il y avait des scènes comme ça qui ont été très difficiles à tourner? Il y a toujours les scènes d'action ne sont pas nécessairement difficiles. Je sais où placer la caméra. Je pense que ça vient avec l'expérience. On se bat toujours avec le temps parce qu'on n'a pas assez de temps. Tu vois ce que je veux dire? Dans une série, tu tournes 7-8 pages ou 7-8 minutes de film par jour. Dans un long métrage, 2 minutes par jour. Donc, tu dois travailler 3 fois plus vite. Et souvent, par exemple, les scènes avec les forces spéciales qui vont rentrer dans le bâtiment, il y avait beaucoup de planning parce qu'il y a 25 acteurs avec leurs armes qui doivent bouger tout le temps, qui doivent se diriger d'un endroit à l'autre. Il fallait les planifier et tourner tous les plans dont on avait besoin. Donc, il fallait répéter la scène. Et une fois qu'on la répète, faire plusieurs prises et plusieurs angles. La scène qui était peut-être la plus difficile à conceptualiser, c'était deux scènes. C'était la prise d'otage, quand il les emmène et il les met sur le mur, quand il les plante. Il y avait 100 moyens de tourner cette scène. Et là, j'avais demandé, avant le tournage, de répéter cette scène. On a loué un studio. J'ai emmené tous les acteurs. Ils se sont un peu entraînés avec les armes. Et on a 2 mois avant le tournage, ou 1 mois avant le tournage. Et on l'a répété. Et on voulait voir comment ça va se passer. Si j'avais pas fait ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué sur le tournage. Il fallait que je fixe la mécanique. C'est-à-dire, quand tu les prends, où est-ce que tu les mets? Est-ce qu'ils sont tous alignés comme ça? Ils sont alignés par terre? Il va s'adresser à 10 otages quand même. Où est-ce que tu places les otages? Ça dépend du décor. Donc, on s'est entraîné. Quand il les fait tomber par terre, il prend son pistolet, il le met dans la tête. La mécanique, elle était longue parce que la scène durait 15 minutes. C'est la plus longue scène. C'est la grande scène. Où il se déplace. C'était pas gratuit, hein. On l'a beaucoup répété cette scène avant. La deuxième scène qui a pris beaucoup de planning, qui paraît très simple à voir, mais c'est celle qui a été la plus laborieuse et la plus compliquée à tourner. C'était la scène où ils sont assis, Cantona et la femme, assis derrière les 6 moniteurs à voir l'action en noir et blanc sur les 6 moniteurs. Au fait, ça a pris 2 mois de travail. Donc, c'était beaucoup, oui, c'était énorme. Tout ce qu'eux, ils voient, on l'avait, tout ce qu'il y a sur les moniteurs, l'action, c'était quelque chose qu'on avait déjà tourné, monté, étalonné, fait en noir et blanc et on les a mis sur écran. Et les acteurs, Eric Cantona, la fille qui joue la fille avec lui, ils ont vu sur le moniteur et ils ont appris les scènes en regardant comme si c'était une transmission directe. Ça donne l'impression que c'est une transmission directe. Ils sont assis devant le moniteur en train de regarder, ils envoient les questions, tu te souviens? Oui, je vois. Ouais. Voilà. Eh ben, tout ça, c'était jamais une transmission directe. Oui, bien sûr. Okay. C'était déjà filmé, monté, mis sur 6 écrans et on l'a répété pendant 2 jours pour qu'ils savent ce qui se passe. Et ça devrait donner l'impression que c'est en direct alors que rien n'était direct. C'était filmé 2 semaines avant. Ouais. C'est ça ce qui a pris. Ça a pris beaucoup de temps à monter ces scènes. Parce que toute la prise d'otage, on a mis 6 caméras, supposées être 6 caméras de surveillance, et on a tourné toute la scène. Ensuite, on a tourné la vraie scène. Ensuite, on est allé monter tout ensemble. Et ensuite, on les a projetés sur écran. C'est difficile de l'expliquer, mais c'est ça ce qui a pris le plus de timing. Mais pour cette scène, la prise d'otage transmise à travers les 6 moniteurs en noir et blanc, va la revoir et tu vas la revoir, c'était 8 caméras. J'ai tourné toute la scène de prise d'otage du début jusqu'à la fin avec 8 caméras, 3 fois de suite de chaque angle. Wow. Non, mais c'est la première fois que tu gérais autant de caméras sur un même plan. Ouais. Oui. On a utilisé tout genre de caméras. On avait une Sony, on avait des iPhones, on avait des caméras professionnelles, on les a tout placées.
On a tourné toute l'action de la prise d'otage. Ensuite, on a enlevé ces 8 caméras. On a changé d'angle de l'autre côté et on l'a retourné de nouveau. Et là, on avait des heures et des heures et des heures. Toute la scène d'otage. Toute. Et on est allé et j'ai travaillé avec la monteuse, Camille, qui a monté toutes ces scènes. On les a injectées sur 6 moniteurs. On les a synchronisés ensemble. Et les acteurs sont venus et ont dit, voilà ce que vous allez voir. Et vous allez la jouer comme si c'était une transmission directe, alors qu'il n'y avait rien de transmission directe. C'était tout truqué, en fait. Maintenant que tu en connais un peu plus sur le travail de Ziad Doueiri, va découvrir ses films West Beyrouth, L'attaque ou L'insulte, encore nommé récemment aux Oscars. Ça va forcément te plaire. Et puis, abonne-toi pour la suite de cette interview. Si tu veux soutenir aussi la création de ce type de vidéo, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien dans la bio. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Et on peut se retrouver sur Instagram, où je suis le plus active, pour poursuivre l'échange. Et aussi, tu peux me laisser un commentaire, à savoir ce que tu en as pensé. Et puis, sinon, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Ciao!